Bonsoir à tous, ces points de vue, ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission qui est aussi la première de cette semaine, puisqu'on est lundi, ça ne vous aura pas échappé. On a 4 sujets qu'on a choisis pour exprimer et pour échanger surtout des points de vue. D'abord, cette violence en banlieue qui n'en finit pas avec un nouveau pas franchi. Ce week-end, c'est un enfant de 12 ans qui est mort suite à une rixe entre bandes. Ça se passait au Lila, donc dans le département de Seine-Saint-Denis. Est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ou est-ce qu'il est trop tard? On en parlera. Nous parlerons aussi de l'influence des juges dans la vie politique, notamment parce que Marine Le Pen a été mise en examen une nouvelle fois vendredi dernier. Et puis vous écouterez les déclarations de François Bayrou ce dimanche au grand jury. Il trouve, lui, que peut-être les juges ont un impact trop important sur la vie politique. En tout cas, c'est ce qu'il sous-entend. Nous parlerons aussi de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est-elle devenue un lieu pour les happenings? La France insoumise est le spécialiste de ça, notamment François Ruffin. Et lui, au moins, il l'assume. Oui, c'est vrai, l'Assemblée, ça sert aussi à faire des coups d'éclat. Et puis, nous parlerons de cette proposition de Anne Hidalgo, la maire de Paris, c'était dans le journal du dimanche d'hier, d'accueillir des SDF à la mairie. Est-ce que c'est une bonne idée ou est-ce que c'est de la démagogie? On en parlera avec nos 4 invités. Bonsoir Elisabeth Lévy. Bonsoir. Ravi de vous accueillir. Vous êtes la directrice de la rédaction de Causeur, votre magazine qui met Éric Zemmour en couverture de son dernier numéro pour parler de la censure, une insulte à la France. Vous êtes aussi l'auteur, entre autres, des Rien Pensants, ouvrage publié aux éditions du Cerf. Alexis Poulain est là aussi, bonsoir. Vous êtes le cofondateur du média en ligne lemondemoderne.media. Vous avez été chroniqueur sur le média qui s'appelle Le Média, qui est proche de la France Insoumise. Vous en avez été viré pour dérive droitière. J'en suis parti tout seul. Bon, vous en êtes parti tout seul. Mais de toute façon, sur ce plateau, c'est assez... Vous avez fait votre autocritique? Moi, je la fais toujours. C'est important, l'autocritique. Tout le monde ne la fait pas, malheureusement. Voilà, Frédéric Dabi est là aussi. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes politologue, directeur général adjoint de l'IFOP. Et Alexandre Devecchio nous a rejoint. Merci. Alexandre, vous êtes journaliste aux pages Débat Opinion du Figaro. Vous êtes surtout le responsable du Figaro Vox, cet espace de liberté, de débat et d'opinion qui régale notamment le Figaro Magazine chaque semaine d'interviews passionnantes. Votre dernier livre, Les Nouveaux Enfants du siècle, a été publié aux éditions du Cerf. Je vous le disais, samedi, une bagarre, une rixe a opposé 2 bandes de Seine-Saint-Denis avec des adolescents, des enfants même, notamment un enfant de 12 ans, originaire de Bagnolet, qui est mort à la suite de ce mouvement de violence. 5 mineurs ont été mis en examen après cette bagarre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose encore pour lutter contre cette violence? Écoutez ce qu'en pense Alexis Corbière. Il est député de la France Insoumise, justement de Seine-Saint-Denis, là où ça s'est passé. Et pour lui, il faut plus de moyens, plus d'argent. Regardez, c'était ce matin sur RTL. Que les gens sachent que Bagnolet n'a pas de commissariat de plein exercice. Ça veut dire qu'à 18h, la petite antenne de police est fermée. C'est-à-dire que le commissariat il est situé au Lilas et il couvre une zone de près de 800 hectares. Les policiers font ce qu'ils peuvent, il n'y a pas assez de moyens. Est-ce que tout le monde sait que le tribunal de Bobigny est totalement saturé? Pour divorcer à Bobigny, vous mettez 18 mois, à Paris, vous mettez 6 mois. Avant de parler de durcissement, est-ce qu'au moins on peut travailler normalement? Est-ce que les juges peuvent travailler normalement? Ils ne le peuvent pas. Alors, discours assez classique finalement sur le manque de moyens. Écoutez maintenant ce point de vue qui est un peu différent. C'est celui de Grégory Goupil, c'est le secrétaire régional du syndicat de police Alliance, toujours en Seine-Saint-Denis. Pour lui, oui, bien sûr, on manque de moyens, mais il y a peut-être aussi une justice qui n'est pas assez sévère. Regarde. Bien sûr, il nous faudrait du monde. Après, on ne peut pas mettre un policier derrière chaque gamin. La justice demande également des moyens. Ils disent qu'ils n'ont pas les moyens de travailler. Il faut leur donner aussi les moyens parce que si les policiers travaillent et qu'il n'y a pas une réponse pénale adaptée, parce qu'il y a une surcharge de la population carcérale, parce qu'il y a plein de choses qui empêchent à un moment donné une condamnation ferme. On a un sentiment d'impunité chez les moins de 18 ans qui font des allers-retours au tribunal et qui ressortent libres. Elisabeth Lévy, est-ce qu'on peut encore lutter contre cet ensauvagement d'une partie de notre pays? Oui, alors il faut dire quand même que face à l'État, face à la police, face à l'école, parce que là on parle que de... mais l'école est quand même aussi concernée,
eh ben, il y a des ennemis très puissants parce qu'il y a une culture de la violence quand même qui s'est développée à un point qu'on a probablement du mal à mesurer. Je ne sais pas si on le surestime ou pas, mais par exemple, dans l'univers du rap, et quand même, je veux dire, avec toute cette affaire, on dit, ah oui, c'est une bagarre entre bandes, certes, mais c'est un univers où la violence est omniprésente. Donc il y a quand même, si vous voulez, il y a des forces contraires, des forces qui encouragent la violence et qui nourrissent la violence très forte, et puis plus toutes celles que je ne vais pas énumérer ici. Et face à ça, je voudrais donner un exemple qui va au-delà des institutions, si vous voulez, parce que je pense que les policiers ont tout à fait raison sur la justice, il y a un gros problème. Mais rappelez-vous, quand un chauffeur d'autobus, il n'y a pas longtemps, je ne sais plus où ça s'est passé, il y a un gamin, probablement même pas forcément un voyou, un gamin insolent et inconscient qui manque de se faire renverser, qui en gros le regarde pas du tout parce qu'il doit avoir son téléphone sur son écouteur, son casque sur les oreilles ou un truc dans ce goût-là. Et il insulte le chauffeur, lequel excédé lui en colle une, et là, si vous voulez, alors que tout le monde devrait dire, bon, bah, très bien. Je veux dire, on peut pas le matin dire il faut de l'autorité et ensuite, si vous voulez, enquiquiner le moindre flic qui fout une taloche sur un gamin, on va pas, si vous voulez, on est complètement... Le chauffeur de bus a été suspendu une journée. Ouais, oui, mais il n'aurait pas dû être suspendu. C'est exactement la même chose que les flics, si vous voulez, ils sont plutôt, on est plutôt encouragés à ne rien faire, à ne pas réagir. C'est la même chose que les profs. Combien de profs nous ont raconté rappelez-vous ce proviseur qui en a fait un bouquin, combien de profs nous ont raconté, quand c'est pas le proviseur qui leur dit on veut pas d'emmerde, faites pas de vagues, etc., c'est le rectorat. Donc, je veux dire, alors je pense que ça change un peu en matière d'école, mais déjà il y a une culture, si vous voulez, un peu de tolérance dans la société, nourrie par l'excusisme, par le compassionnalisme, par les pauvres petits sont des victimes. Je veux dire, c'est criminel de leur mettre dans la tête qu'ils sont des victimes. Alexis Poulain, Elisabeth Lévy nous dit qu'en gros, ce genre de drame, c'est le reflet d'une forme de laxisme généralisé de la société, de manque d'autorité. Vous êtes d'accord ? Oui, c'est la faillite de l'État. D'ailleurs, même Martino... De l'État seulement, ou est-ce que c'est pas aussi les familles qui sont pas là, les parents ? L'État, pour moi, c'est à la fois l'éducation, la sécurité, tout ce qui est service public, tout ce qui fait aussi qu'on fait du lien. Vous aviez ces quartiers-là, il y a quelques années, Éric Zemmour en parle dans son livre, vous aviez du lien. Vous aviez des MJC, des clubs de foot, quelque chose qui faisait que les gens pouvaient se rencontrer, qui avait aussi un melting pot des cultures. Aujourd'hui, c'est monoculturel. Aujourd'hui, vous le dites, c'est la culture de la violence qui fait la loi. Quand vous avez la RIX... qui changeait la donne. Non, mais qui aidait à tenir un peu, à faire du lien. Ce qui manque aujourd'hui, c'est du lien. La population était un peu différente. On parle d'un gamin de 12 ans qui se fait massacrer par des gamins qui ont le même âge. C'est catastrophique. Bien sûr, on en arrive là ? Et je veux bien qu'il n'y ait pas, effectivement, on manque de moyens de police, mais c'est pas, la réponse, elle n'est pas que sécuritaire. Comment ces gamins-là, on arrive à avoir une éducation qui n'existe pas ? Parce qu'à 12 ans, on n'est pas, à ce moment-là, capable de telle violence. Si ça se passait dans le passé, il y a eu la guerre des boutons, des choses comme ça. Là, on parle de la guerre des boutons à la Kalachnikov. C'est quand même c'est moins drôle que ce qu'on croit, la guerre des boutons. Non, mais bien sûr, c'est pas drôle. Ça part du même principe. Oui. Les bandes de gosses, il y en a toujours eu. Mais qu'on arrive à ce degré de violence entre gosses, là, ça pose un problème. Et que ce soit dans des quartiers où, normalement, on pourrait calmer, on pourrait dire, mais que font les gens ? Ils descendent pas de chez eux, parce qu'on n'ose pas, parce que tout le monde a peur, parce que derrière ça, vous avez, quand vous êtes un secouriste, vous devez mettre un gilet pare-balles. Quand vous êtes un pompier, vous prenez des machines à laver qui tombent du toit. Et quand vous êtes un policier, vous y allez plus parce que vous avez peur. Et vous aviez la police de proximité. Vous y allez plus éventuellement parce qu'on vous donne pas l'ordre. Mais aucun policier n'y va pas parce qu'il a peur. Non, mais les policiers, ils vont même s'ils ont peur. Rappelez-vous, c'était quand, à Grand Place, qu'un ministre de l'Intérieur y allait en faisant une grande descente en disant on va nettoyer à Grenoble Grand Place. Grenoble, ça en est où aujourd'hui ? C'est à peu près un coup de couteau par semaine. Donc ça n'a rien changé. D'accord, je voulais juste vous dire, c'est pas la peur qui empêche les policiers d'y aller, c'est le fait qu'on leur donne pas d'ordre pour le faire. Pas d'ordre et pas de moyens. Je pense qu'on est un peu dépassé aussi par un moment où effectivement la République est hors les murs et on peut plus y aller. C'est des quartiers qui sont en roue libre. Ouais. Je comprends que vous ne contribuez plus aux médias parce que vous n'êtes pas exactement sur la liste de la France Insoumise, j'ai l'impression, sur ce sujet de sécurité. Je défends quand même le principe de l'État. Ouais. Et la question de sécurité, elle touche tout le monde. Ouais. Et les premières victimes sont les habitants de ces quartiers. Excusez-moi, est-ce qu'il n'y a pas à gauche quand même un déni des question culturelle. Un peu moins, ça commence à se réveiller. Martine Aubry, quand même, qui a sorti cette phrase, on n'imaginait pas ça il y a un an. Martine Aubry qui dit qu'à Lille, il faut davantage de policiers parce qu'on n'est plus en République. Ça ira peut-être mieux quand on aura cette prise de conscience a mis plus de temps à gauche, peut-être. Voilà, on attend juste un ministre de l'Intérieur pour pouvoir s'occuper de ces sujets. Frédéric David. Et ça, par exemple. Oui, alors moi, ce qui me frappe, c'est que l'enjeu de la
sécurité revient de manière très forte, en force dans le discours des Français. Jusqu'à encore quelques mois, il avait été phagocyté par la question terroriste. Quand on interrogeait les Français sur les questions sécuritaires, ils répondaient lutte contre le terrorisme. On voit que la question sécuritaire revient très fortement. Les Français parlent de plus en plus d'impuissance des pouvoirs publics. Et il y a eu toute une litanie de faits divers. Rappelez-vous, en Isère, parce que vous en parliez de l'affaire d'Adrien Pérez au cours de l'été dernier, par rapport à ce que disait Elisabeth sur la gauche qui n'aurait pas fait autant de chemin. Moi, je suis frappé quand j'interroge les Français sur les questions sécuritaires, à quel point les clivages se sont affadis. Pendant très longtemps, les questions sécuritaires, c'était plus fortement porté par les personnes âgées, par les sympathisants de droite. Là, c'est une inquiétude généralisée, avec bien sûr une intensité plus grande. Sur la dimension, je rappelle juste que la difficulté de la gauche à prendre en compte la dimension culturelle. Alors, culturelle, oui, voilà. Avec une dimension plus forte, avec une expression d'insécurité culturelle plus forte à droite et au Rassemblement national. Et ce qui me frappe aussi, c'est le sentiment qui est exprimé ça et là, c'est un signal faible, mais ça peut monter, que nos enfants ne sont plus en sécurité. Pendant très longtemps, au cœur de l'angoisse des parents, c'était une angoisse sociale, c'était un pessimisme de projection. Mes enfants vivront moins bien dans le monde de demain que moi. Et là, de plus en plus, cette antienne est rattachée à la question de leur sécurité. Il y a vraiment une alerte au fait qu'il n'y ait pas de ministre de l'Intérieur depuis, il y a le Premier ministre depuis maintenant une quinzaine de jours, n'arrange pas les choses. Alors, on va demander l'avis d'Alexandre Devecchio, bien sûr, mais avant cela, le point de vue des internautes, vous réagissez, bien sûr, comme à chaque émission, sur Twitter, sur lefigaro.fr. Voici quelques points de vue. Celui d'Antimac qui nous dit la seule solution, hélas, c'est plus de répression. Yann qui propose d'envoyer l'armée. Ça n'est pas aussi anecdotique qu'il y paraît. On se souvient d'une sénatrice socialiste de Marseille qui disait la même chose pour les quartiers nord de sa ville. Adrien qui pense que le système n'a pas la volonté, car sinon tout cela aurait été réglé depuis longtemps. C'est une question de conviction, nous dit-il, tandis que Tweet se désole. La situation est dramatique. Alexandre Devecchio. Oui, la question, c'est est-ce qu'on peut encore faire quelque chose ? Et comme le constat a été très bien dressé jusque-là, oui, je pense qu'effectivement, il y a quand même des mesures à prendre qu'on n'a pas prises. Notamment, ça a été effleuré par le syndicat de police, mais en termes de justice, il faut que toute la chaîne pénale fonctionne. Et effectivement, si on met des gens en prison, ça ne sert à rien s'ils ressortent 2 jours après. Et après, si on ne peut pas mettre les mineurs en prison, on a parlé d'autorité tout à l'heure. Je crois que l'autorité dans la société, il en faut à l'école, par exemple, mais ça ne suffit pas, il en faut aussi chez les parents. Et donc, je pense que pour responsabiliser les parents, il ne faut peut-être pas hésiter à les punir dans ce genre de cas quand c'est des mineurs qui sont concernés. Les élus, là, qui aujourd'hui se plaignent de ne pas avoir assez de moyens. Alors, c'est vrai qu'en Seine-Saint-Denis, je trouve qu'il n'y a pas assez de policiers par rapport aux besoins, mais pourraient instaurer une sorte de couvre-feu. Si dans leur ville, il y a des bandes de mineurs qui s'affrontent à partir d'une certaine heure, on peut imaginer cela. Et enfin, juste un mot sur Gérard Collomb qui a dit autrefois, aujourd'hui on vit côte à côte, j'ai peur que demain on vive face à face. Il a dit autre chose qu'on a moins. Au moment où il démissionnait du ministère de l'Intérieur. Au moment où il démissionnait du ministère de l'Intérieur, c'était un peu son testament. Il a ajouté une autre phrase qui a été moins relayée, qui était en matière d'immigration. Il est revenu sur sa loi asile et immigration. Il faut prendre notre part, mais surtout, il faut arrêter de mettre des immigrés dans ces quartiers qui sont déjà ghettoisés. Donc je pense que c'est l'un des tabous de ce sujet-là. Je ne sais pas quelles sont les origines des agresseurs, mais je crois qu'effectivement, on sait que dans ces quartiers-là, des quartiers communautarisés, ghettoisés, sont plus propices à la violence, et donc la première urgence, c'est de contrôler les flux migratoires. Il faut dire qu'à un moment, d'aucuns espéraient que la religion pacifierait la chose. Ça n'a pas non plus, en se disant, c'est vrai quand ils vont à la mosquée, en général, ils ne brûlent pas de bagnole, ce qui est souvent vrai, il faut être honnête. Et finalement, ça n'a pas donné de si excellents résultats. Mais moi, je me demande, j'ai l'impression aussi que dans ces quartiers, par exemple, il y a des gamins, il y a
parfois une vingtaine ou une dizaine de types, de gamins, de je ne sais pas quel âge ils ont, qui font peur aux gens, qui exercent une espèce de pression physique. Est-ce qu'on ne peut pas quand même en éloigner? Est-ce qu'on ne peut pas, à un moment, est-ce qu'il ne suffit pas de faire... Je veux dire, est-ce qu'on n'a pas dans notre arsenal, sans parler de nouvelles lois tout le temps, est-ce qu'on n'a pas dans notre arsenal quand même de quoi? Souvent, les gens dans les cités vous disent ça, vous disent il y a quelques familles ou quelques types qui font régner un climat dégueulasse, et quand ils font des victimes, ils sont victimes de se barrer. Donc... c'est ça le climat un peu d'émission générale, si vous voulez. Là, vraiment, je trouve que dans les années 50, si vous voulez, je pense qu'on sanctionnait les profs qui étaient trop laxistes, si vous voulez, à l'époque des... Non, mais c'est vrai. Ouais, aujourd'hui, on les sanctionne quand ils ne sont pas assez. Aujourd'hui, toute personne qui... les gens ont très peur de faire preuve d'un excès d'autorité, parce que ça... Et on n'a pas parlé de la responsabilité des médias. Mais honnêtement, je pense que là-dedans... Si vous voulez, il y a une espèce Alexandre a parlé des tabous de la question. Pour surtout pas avoir l'air d'être raciste, on a jeté un voile pudique sur plein de réalités. Alors aujourd'hui, il y a une sorte de prise de conscience. Mais combien de temps ça va durer? Juste un mot pour rebondir sur ce que tu disais sur l'éloignement. Les Danois, qui sont quand même pas des ultra-conservateurs, ont voté de manière consensuelle une loi anti-ghetto. Et justement, dedans, toute personne qui est condamnée, qui habite dans une cité, n'a pas le droit d'y revenir et y habiter. Je pense que c'est une mesure de bon sens, même si effectivement c'est une loi supplémentaire. Arkouzgui, sur les réseaux sociaux, nous dit que ce soit la sécurité, l'islam ou l'immigration, il y a un déni du gouvernement tétanisé par la gauche. Frédéric Dabi, est-ce que les Français font grief au pouvoir de ces c'est plus que des incidents, de ces événements dramatiques, ou est-ce qu'en gros, ils n'y en imputent pas la responsabilité? Je pense que les Français ne s'y habituent pas et ne s'y habitueront jamais. Et donc, il y a très, très clairement une responsabilité du politique et un discours en termes en fait, d'impuissance. Le discours de Gérard Collomb lors de son départ, même si son départ a été salué dans les baromètres, parce que les adversaires d'Emmanuel Macron, dans nos baromètres, ils gagnent 8 points dans le baromètre IFA fiducial pour match, ont apprécié qu'ils tordent le bras au président. Au-delà de ça, son bilan n'a pas du tout été salué, et ce type de discours de constat, alors qu'il avait les manettes, si je puis dire, de la place Beauvau, n'est absolument pas entendu par les Français. Les discours un peu fatalistes sur le chômage, on a tout essayé, ça passait très mal. Alors, les discours sur la question de la sécurité, qui est perçu, la sécurité, par les Français comme un droit inaliénable et un droit attaqué, ne passera, à mon avis, encore moins. Frédéric, juste un mot, mais vous ramenez tout simplement à la question de la sécurité. Mais dans le discours de Collomb, ça allait un tout petit peu au-delà de la sécurité. Il est question du fameux vivre ensemble. Là, je me rattachais au fait divers où un gamin de 12 ans a été battu à coups de barre de fer. Sa sécurité n'a pas été assurée. Ce qui est sidérant, c'est que, à la limite, ça aurait été un bon motif de rupture. Il aurait pu dire le président ne veut pas voir ceci ou cela. Mais ce qui est sidérant, c'est qu'il nous dise ça sur le pas de la porte. Il n'est pas allé jusque-là. On passe à un autre sujet. Est-ce que les juges ont trop d'influence sur la vie politique? Est-ce qu'ils interfèrent à l'excès sur le calendrier politique? Il y a 2 événements qui nous ont donné envie de revenir sur ce sujet. D'abord, vendredi dernier, Marine Le Pen a été mise en examen pour une affaire de détournement de fonds publics. Alors, c'est lié aux emplois présumés fictifs du Parlement européen. Elle avait déjà été mise en examen pour abus de confiance. Elle avait été aussi dans une autre affaire convoquée pour une expertise psychiatrique. Le moins qu'on puisse dire est que ça ne semble pas l'atteindre trop. Elle dit même qu'elle rendra coup pour coup. Écoutez, elle était en Corrèze ce week-end. C'est vrai qu'on voit s'amonceler sur nous les persécutions. Avant, c'était 1 par mois, puis 1 par semaine. Là, en ce moment, c'est 1 par jour. Alors, encore une fois, signal à tout le monde, et particulièrement à nos adversaires, ils n'arriveront pas à nous intimider. Alors, deuxième élément à verser au dossier pour écouter votre point de vue. François Bayrou était hier l'invité du grand jury RTL Le Figaro LCI. Peut-être vous souvenez-vous qu'il était garde des Sceaux quand Édouard Philippe a composé son premier gouvernement. Il a dû partir au bout de quelques semaines parce qu'il y avait eu une enquête préliminaire qui avait été ouverte, là encore, pour une affaire d'emploi présumé fictif au Parlement européen. Et puis, depuis 1 an et demi, il ne se passe rien. Il n'y a pas eu de mise en examen, il n'y a rien eu de nouveau. Et du coup, on lui a posé la question. Est-ce que vous pensez qu'il y avait des arrière-pensées des juges? Est-ce qu'il y avait une portée politique? Alors en gros, il nous a dit, je ne veux pas vous répondre, mais quand même, j'en pense pas moins. Regardez cette séquence. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
que c'est arrivé par hasard, que vraiment il n'y a eu dans cette affaire aucune sorte d'interférence. Je me garde de porter un jugement. Mais vous n'en pensez pas moins. Je pense que le hasard fait bien les choses, voilà. Vous n'en pensez pas moins, ce que je me suis permis d'ajouter parce que ça m'a semblé transparent. Alexis Poulain, il n'est pas question d'empêcher les juges de faire leur travail. Simplement, on se dit, quand ce genre d'affaire a autant d'impact, on peut penser par exemple à la mise en examen de François Fillon, est-ce qu'il ne faudrait pas inventer des nouvelles règles, ou bien pour dire aux juges, en période électorale, vous intervenez moins, ou bien au sein du gouvernement de dire, tant qu'on n'est pas condamné, on n'a pas à démissionner parce que sinon tout le monde démissionne. C'est quand même incroyable de se poser cette question, de se dire que les juges devraient être empêchés de faire leur travail, parce que des gens sont élus, et donc ils auraient l'immunité, le badge d'immunité, comme le président d'ailleurs, qui est le seul à l'avoir à ce point-là, parce qu'on a mis un peu des nouvelles règles pour changer le jeu politique. Je crois qu'une des causes principales de la montée du populisme, c'est l'absence de justice. C'est Hobbes qui a écrit un livre « Nous sommes pauvres et nous avons soif de justice ». Je crois que ce qui fait qu'aujourd'hui, le Front National a autant de succès, Salvini aussi arrive en Italie, le grand dégagisme qu'on peut voir, c'est qu'il y a une classe, une caste, où on a eu ce discours du tous pourri et qui s'est, année après année, bien sûr, année après année, qui s'est vérifié. Vous avez des gens, vous avez une justice à deux vitesses, ça se voit. Quand vous avez un puissant qui se fait rattraper par la justice, ça s'appelle de l'intimidation. Non, c'est la justice. Vous avez, et d'ailleurs sur le cas de la violence, vous parliez du hip-hop. Il vous reste heureusement, je m'inquiétais, il vous reste quand même quelques solides convictions de votre... Mais encore heureux. Mais attendez, j'en suis ravi. Le principe, Karis Bouba, vous n'avez pas besoin d'être élu, vous êtes connu, Karis Bouba, vous foutez en l'air un aéroport, les jeunes regardent ça. Ça c'était la rixe entre les deux rappeurs et leur environnement. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez, attendez, ça va coûter des sous, ils ont des concerts, etc., pampan cucu, un an sursis, rentrez chez vous, il n'y a rien à voir. Des gosses font ça, mais ils se prennent 5 ans, 10 ans, je ne sais pas combien. Mais on est encore ces vigipirates. C'est dans un aéroport. Il faut en faire beaucoup pour prendre de la tôle. En primo-délinquant, il faut en faire beaucoup pour prendre de la tôle ferme. Ils n'étaient pas primo-délinquants. Non, mais eux, non, mais des gosses qui... Sur la justice et les puissants, il faut arrêter avec le fait que les juges sont des harceleurs et qui empêchent les élus de faire leur travail. Bien au contraire, je pense qu'ils sont là pour empêcher la montée des populismes. Il est temps, et regardez l'Italie. Vous avez eu les juges de fer... un peu le populisme. Pas du tout, non, c'est bien l'inverse. Je pense que, regardez l'Italie où la mafia avait le pouvoir, les juges n'avaient pas le pouvoir. Là où vous n'avez plus le pouvoir de la justice, vous avez le pouvoir de la mafia. Si vous voulez que la France soit aux mains des mafias, continuez avec un débat comme celui-là, vous savez. C'est pas digne de votre esprit éclairé de dire si vous n'êtes pas d'accord, je ne veux pas que la France soit aux mains des mafias. Je considère néanmoins que le pouvoir des juges peut être excessif. Mais d'où laissez-moi vous expliquer, je vais bien vous le dire. Si vous voulez, je pense que depuis plusieurs années, si vous voulez, tous les pouvoirs sont scrutés, le Parlement, les machins, etc. Les juges, eux, dès que vous critiquez la justice, vous êtes horrible, vous êtes un horrible adversaire de la démocratie. Or, dans les deux cas, pas dans les deux cas, dans le cas de Marine Le Pen au moins, je peux vous le dire, moi je suis convaincue, si vous voulez, que les juges ont eu la main beaucoup plus lourde, si vous voulez, qu'ils ne l'auraient eu avec François Bayrou, par exemple, qui n'a pas sa première... Deuxièmement, secret de l'instruction, si vous voulez, il y a une alliance des juges et des journalistes, si vous voulez, qui déséquilibre complètement le système. Donc moi, je trouve qu'il y a un risque de pouvoir des juges qui veulent justement se payer des puissants. Alors là, on peut dire qu'ils ne sont pas aux ordres, effectivement. Mais regardez dans le calendrier de l'affaire Fillon. Si vous voulez, me dites pas qu'il n'y a pas une intervention de la justice, mais Alexandre va certainement... Je trouverai des trucs à dire après. Mais parce que je vois qu'il y a... On va laisser parler Alexandre, d'ailleurs, Elisabeth. Je me suis rendu compte que j'avais trop parlé, voilà. Je pense que ça, dans l'affaire Fillon, il y a quand même Alexandre Devecchio, les juges en font-ils trop contre les politiques ou contre certains politiques? Oui, c'est ce que j'allais dire. La petite nuance, c'est que j'ai l'impression qu'il y a aussi une justice à deux vitesses. Effectivement, Bayrou a l'air de se plaindre, mais l'enquête est bien lente. Et dans l'affaire Fillon, l'enquête a été très très rapide. Et aujourd'hui, on se demande bien ce que devient cette enquête. Donc, il y a eu des auditions la semaine dernière, où il y a une quinzaine de jours quand même. Ouais. Oui, mais c'est quand même... Ça a été très rapide pendant 15 jours, et après, ça s'est un peu calmé. Vous en conviendrez. Et puis, deux poids, deux mesures entre la délinquance en col blanc, justement, et les petits voyous qui pourrissent aussi la vie des Français au quotidien, on l'a vu tout à l'heure, et qui sont relâchés dans la nature. Donc, c'est plus
plutôt ça, à mon avis, aujourd'hui, le problème. En réalité, il y a des juges rouges, on l'a vu avec le mur des cons, il faut dire ce qui est. Et ensuite, moi, ce qui m'amuse plutôt là-dedans, c'est les conséquences politiques que cela va avoir. Parce que, effectivement, si le but est d'empêcher politiquement Marine Le Pen, elle risque quand même 10 ans d'inéligibilité, finalement, les juges vont faire, à mon avis, le jeu du camp conservateur. Puisque je crois que la famille Le Pen, depuis des années, stérilise un certain pourcentage des voix et fait le jeu du candidat du système. Et si jamais les Le Pen étaient, à mon avis, écartés du pouvoir, ça créerait l'espace, pour le coup, pour un grand parti conservateur et populaire. Donc ça créerait surtout une révolte, excuse-moi, chez les électeurs de Marine Le Pen, que tu n'es pas prêt d'en voir la fin. Mais attends, d'accord, mais donc ce serait à la fois complètement dingue. À mon avis, ce serait à la fois un scandale démocratique et à la fois quelque chose qui précipiterait une recomposition bienvenue. Comme mettre Lula en prison. Comme mettre Lula en prison, mais tout à fait. Mais justement, et là, le problème est plus large. Moi aussi, Lula, c'est l'ancien président brésilien. Il y a quand même aussi un coup d'État des juges qui se mêlent de politique, de droit. Il y a plus en plus de droits partout. On n'en est pas là quand même. On va écouter Frédéric Dabi. Je vous donne l'avis en passant des internautes. Babineau qui trouve que c'est plutôt Marine Le Pen qui instrumentalise sa situation judiciaire en jouant la carte de la persécution. Et Johan qui nous dit pourquoi ne parle-t-on plus de l'affaire Fillon ? Eh bien si, cher Johan, on en parle et c'est d'un point de vue justement. Oui, Frédéric Dabi. Moi, je voulais faire revenir ce que vient de dire Alexis sur le regard, enfin sur la perception d'une justice inégalitaire ou à deux vitesses, mais elle est massivement partagée par les Français. Il ne faut pas faire toute une série d'enquêtes pour le ministère, pour le Conseil supérieur de la magistrature, au moment de la remise des obligations déontologiques à Nicolas Sarkozy, il y a maintenant quelques années. Mais l'idée d'une justice pour les puissants, et donc dans ce cadre-là, les politiques et Marine Le Pen sont vus comme les puissants, donc ça ne fera pas pleurer dans les chaumières. Elle n'est pas vue comme une victime. Elle n'est pas vue comme une victime, même si elle cherche, et c'est de bonne guerre. Son père faisait ça, cherche à se victimiser. Rappelez-vous une intervention télévisée où il avait commencé avec un bâillon autour de la tête. Maintenant, lorsqu'on travaille sur l'image des juges, c'est vrai qu'ils ont une image de compétence, d'expertise, mais il y a un point sur lequel l'opinion est beaucoup plus suspicieuse, c'est est-ce que les juges sont indépendants du pouvoir économique et du pouvoir politique. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, leur intrusion dans une campagne en fait, présidentielle, prenons la dernière, ça avait fortement choqué une partie du peuple de droite. Ça n'avait pas empêché François Fillon d'échouer aux portes du second tour à peine 200 000 voix. Et je pense que quand on interrogeait les électeurs qui étaient prêts à voter pour François Fillon mais qui ne l'ont pas fait, ce ne sont pas les affaires qui ont empêché de voter, mais tout le brouillage et tout l'incapacité de François Fillon à pouvoir faire campagne. Donc c'est vrai qu'il y a un débat qui se pose chez les Français sur l'indépendance de la justice du monde politique. On vous pose la question sur Twitter. Est-ce que les juges ont trop d'influence sur la vie politique ? Et vous nous avez répondu, c'est plutôt oui. C'est après des 2/3. C'est évidemment pas un sondage scientifique, mais un point de vue qu'expriment les internautes de l'émission. Qu'est-ce que vous pensez de ma proposition ? Désormais, on n'a plus besoin de démissionner du gouvernement quand on est mis en examen ou quand on est président de l'Assemblée nationale. Le deux poids, deux mesures, alors Alexis Poulain, vous êtes plutôt contre, vous, j'imagine. Pour vous, il faut rendre des comptes. C'est le vieux monde. Non, je pense qu'il faut rendre des comptes, mais après, effectivement, il faut une justice qui a les moyens, qui est égale, qui traite tout le monde à la même enseigne. Et il ne faut pas qu'il y ait un sentiment d'un camp contre un autre. Que quand on soit sous le couvert d'une enquête, je pense que c'est normal de ne pas pouvoir exercer une fonction publique, parce qu'on est concentré sur sa défense. Ça prend beaucoup de temps quand on est sous l'œil de la justice de se défendre. Donc si on veut faire son boulot de ministre correctement, on ne peut pas en même temps se défendre et en même temps être ministre. Il y a une présomption d'innocence, mais je parle là d'un poste électif de la haute fonction d'État. Je pense que c'est différent pour le citoyen lambda. Donc là, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la transparence, qui est nécessaire et qui doit dire, d'abord, levons le voile sur cette affaire et puis revenez dans les affaires publiques quand vous pourrez. Donc moi, je trouve que c'est plutôt bien d'arriver à dire, attention, on ne remet pas en cause la présomption d'innocence, on dit, vous ne pouvez pas faire votre boulot si vous avez à vous défendre en parallèle. C'est compliqué. Moi, je voudrais dire un mot sur les affaires Sarkozy, si vous voulez, parce que... On remonte loin, là. Non, mais je vais très vite. Il y a un paquet
il y a l'affaire libyenne. Prenons juste celle-là, lancée par Mediapart, et qui est une sorte de feuilleton où, pour l'instant... En gros, un soupçon de financement par la Libye du colonel Kadhafi. Honnêtement, pour l'instant, excusez-moi, pour l'instant, ça fait quand même des années que ça dure. Ça nourrit régulièrement la chronique. Il y a des auditions. Alors, c'était dans l'affaire de financement libyen, quand il a été... auditions, etc., etc. Et on se dit, si vous voulez, là, il y a une espèce d'alliance, de sainte alliance entre les juges et les journalistes. Donc, c'est l'alliance du bien. Plus personne, là, c'est en l'occurrence Mediapart, et évidemment des juges qui travaillent main dans la main. Ils ne cherchent même pas à le cacher, si vous voulez. On a les dossiers, si vous voulez, en live à peu près. On a des PV, des extraits des PV en live. Donc, à la fin, ce que je me dis, si vous voulez, comme ça aura duré très longtemps, c'est un peu comme les types qui ont attendu l'autobus, si vous voulez, quand vous avez attendu 1 heure, vous n'avez pas envie de vous barrer. Eh ben, si à la fin, je veux dire, moi je me demande si les juges qui vont juger vraiment sereinement, ou s'ils ne vont pas être amenés, si vous voulez, à se dire, il faut quand même qu'à la fin de tout ça, il y ait quand même un petit quelque chose, parce que ça fait 10 ans qu'on emmerde les Français avec ce feuilleton. Non mais je vous assure, et je voulais dire que les Français qui pensent comme l'a dit Frédéric, eh bien, je le leur dis très affectueusement, à mon avis, se trompent. Parce qu'aujourd'hui, s'il y a un pouvoir exorbitant des juges, il s'exerce d'abord à l'égard des puissants. Et là, pour le coup, je pense que c'est un peu tout terrain. Juste un mot sur la transparence quand même et sur l'affaire Ferrand. Donc moi je suis comme toi, je suis pour le respect de la présomption d'innocence, mais quand même quand on nous a fait Richard Ferrand, nouveau président de l'Assemblée nationale, nouveau président de l'Assemblée nationale, qui pour le coup c'est un cas d'enrichissement personnel. Il y a quand même une enquête qui est faite sur lui. Quand on a donné autant de leçons, est-ce qu'il est légitime de nommer, enfin il n'a pas été nommé, il a été élu, mais le président a fait en sorte qu'il soit élu au perchoir. Est-ce que c'est très légitime? Il y a quand même une hypocrisie, un deux poids, deux mesures là-dessus. Et pour Bayrou, c'est pareil, c'est vraiment la phrase de Bossuet, Dieu se rit des gens qui déplorent les conséquences dont ils chérissent les causes. Pareil, ça a été un chantre de la transparence, de la morale politique. L'Assemblée et la vie politique sont pleines de bossuétistes. On a une espèce de mécanisme d'arroseur arrosé, quand même. Oui, c'est assez amusant. L'Assemblée, restons-y. Peut-être avez-vous suivi cette intervention courte mais remarquée d'un député de la France Insoumise, François Ruffin, pour ne pas le nommer. C'était jeudi dernier. Il s'en est violemment pris à partie. Il a, violemment pris à partie les députés d'En Marche qui refusaient sa proposition, en gros, d'aide supplémentaire pour les enfants handicapés à l'école. Et voilà ce qu'il leur a dit. Vous n'avez pas honte? Honte de votre paresse, honte de votre sectarisme. Vous n'avez même pas participé aux échanges. Vous êtes contenté en groupe, en troupeau, de voter contre, de lever la main en cadence comme des Playmobil. Les noms des votants seront publics. Je les publierai sur ma page Facebook et je ne serai pas le seul. Ils circuleront à travers la France. Et ce vote, j'en suis convaincu, ce vote vous collera à la peau comme une infamie. Voilà, il proposait qu'il y ait davantage de ce qu'on appelle des assistants de vie scolaire, des AVS, pour aider ces enfants. En fait, il avait bien organisé son intervention, François Ruffin, et il s'en est expliqué sur sa chaîne YouTube, c'était ce week-end, en disant, de toute façon, à l'Assemblée, on n'a pas d'influence sur les lois, parce qu'elles sont déjà décidées et déjà votées par le gouvernement une fois qu'elles arrivent chez nous, donc on peut s'en servir que comme une tribune. Écoutez-le. Tu te demandes comment tu vas la faire passer, ta colère. Où est-ce qu'elle va être, la fenêtre de tir? Comment tu vas utiliser tes 2 minutes? Ça se prépare, hein, quelque chose comme ça. Moi, je suis un animateur de la démocratie. C'est pas vrai, le travail législatif, je sais que ça brusque de dire ça, mais c'est de la foutaise. La preuve. Ben oui, la preuve. Je veux dire, ils sont 300. Donc, c'est pas ça. C'est qu'on a là une tribune pour venir animer la démocratie. C'est une tribune parmi d'autres. Les médias, c'est une autre tribune. Les meetings, c'est une tribune. Enfin, les noms et tout ça. Frédéric Dabi, c'est assez recevable, je trouve, en tout cas, c'est mon point de vue, cette argumentation de François Ruffin disant, de toute façon, c'est le gouvernement qui décide des lois, c'est lui qui prépare les projets, il bloque les amendements, donc qu'est-ce qu'on peut faire? On peut crier, c'est tout ce qui nous reste à l'Assemblée. Surtout quand on fait partie d'un groupe d'opposition avec moins de 20 députés, c'est très difficile de faire passer des choses. C'est vrai qu'on est sur une stratégie du coup d'éclat permanent, une stratégie, c'est la stratégie du groupe des Insoumis d'essayer, on avait vu avec les 5 €
bureau d'APL avec les victuailles qui avaient été apportées à l'Assemblée. Voilà, qu'est-ce qu'on peut s'acheter avec 5 euros? C'est vrai aussi, et ça limite peut-être les éclats de François Ruffin. Il faut dire ce qui est. Dans notre régime présidentiel, la scène parlementaire n'est pas une scène visible par les Français. Systématiquement, quand on travaille sur des événements, sur la mémorisation d'événements qui ont eu lieu à l'Assemblée, peut-être à l'exception ces dernières années du discours de Manuel Valls après le 11 janvier, ils sont très faiblement mémorisés. Voilà, il y avait aussi l'affaire du maillot de foot pour le sport amateur. C'est vraiment la stratégie François Ruffin qui part de sujets du terrain pour essayer de les porter. Dans le baromètre match, vous dites que c'est peu efficace parce que ça passe pas bien dans l'opinion, ou ça passe peu. Ça passe peu. C'est pas je pense que ce qu'il a fait, en plus... Ça passe quand il fait un truc comme ça, donc il a raison. Non mais je dis pas qu'il a tort. Je dis que c'est très difficile de faire passer ce message auprès des Français, même si la question du handicap, c'est une question qui touche énormément les Français, et plus on est concentré, ou plutôt concerné par la question du handicap, plus il y a un sentiment de colère absolument terrible vis-à-vis de l'action des pouvoirs publics et de ce gouvernement. Voilà, même si après, le gouvernement a répondu qu'il faisait déjà des choses, mais ça, on n'entre pas sur le fond du dossier. C'était plutôt cette attitude elle-même. Alexandre Devecchio, qu'est-ce que vous en pensez? Par exemple, quand les députés de la France Insoumise, au moment du départ de Manuel Valls, agitent des panneaux sur lesquels il est écrit « bon débarras », est-ce que vous trouvez que c'est de l'expression démocratique comme une autre? Il y aurait beaucoup à dire sur la désertion de Manuel Valls, mais je trouve que c'était pas... Pour le coup, c'était pas très élégant. Mais bon, moi, ça me choque pas. Au contraire, je pense que ça fait partie, depuis toujours, en fait, du rôle du député. Dans représentation nationale, il y a représentation. Donc, ils font un travail représentatif. Ils portent des sujets sur la table. C'est le cas avec le handicap. Ça a permis de mettre en lumière un sujet important. Donc, je trouve que Ruffin fait son travail comme on le fait, en fait, depuis la Révolution française. Alors après, c'est pas un orateur formidable, je trouve. Il lisait sa feuille, mais au moins, il a l'énergie. Il y va, et on pourrait presque regretter que le Front National, qui pourrait être cette voix des classes populaires à l'intérieur de l'Assemblée nationale, se serve finalement assez peu de cette tribune. L'éloquence à l'Assemblée, Alexandre vient de le rappeler, ça n'est pas tout à fait une nouveauté. Le problème, justement, c'est que l'éloquence a baissé. Oui, et que le niveau, si vous voulez, je pense qu'il y a eu, dans les années 20, dans les années 30, à l'Assemblée nationale, je pense qu'il y a eu vraiment des passes d'armes, des joutes oratoires qui devaient être de beaux morceaux. Je pense que sous la Convention, dans la je veux dire, donc, dans les assemblées de la Révolution, c'est quand même, il y a des discours de la Révolution qui sont tout à fait autre chose que ça. Le problème de Ruffin, alors ça, je trouve, effectivement, on peut comprendre tout ce que vous avez dit, me semble d'ailleurs, je trouve que ce sont de bons arguments que vous avez cités sur l'idée du Parlement comme tribune, je trouve, c'est assez convaincant. Le problème, c'est que, sur le fond de son argumentation, j'ai les noms, lui, il est resté coincé, même pas à Robespierre, mais à Robespierre en bande dessinée, hein. C'est un peu, j'ai les noms, je vais les ressortir. Dis donc, moi, il me fiche la trouille, alors qu'avant, il me faisait plutôt marrer, il faisait des films drôles. Son nouveau genre commissaire du peuple m'inquiète un peu. Non, enfin, les noms sont publics de toute façon sur les votes. Oui, vous avez plein d'applications, vous pouvez aller les chercher. Donc c'est rigolo de le faire comme ça en disant voilà. Mais effectivement, il se met en scène, comme tout le monde. Hein, c'est une mise en scène. L'Assemblée nationale, c'est la mise en scène du pouvoir, de la fabrique des lois. Ce qu'il dit sur le fond est vrai, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut faire dans le débat quand on a une assemblée aux ordres qui ne sert à rien. Les lois arrivent, elles sont écrites. Ça s'appelle une majorité. Ouais, non, mais il y a eu des majorités un peu plus houleuses, parlez-en à François Hollande. Mais là, on est sur une majorité vraiment de Mercalme, où les lois sont même jusqu'à être écrites, révisées, revues par les lobbies. Rappelez-vous sur le glyphosate, où c'est passé par le cabinet du ministre. Ça, c'est un scandale d'État. On en a très peu parlé. Non, mais c'est un scandale d'État. Et les Français, ça, ils l'ont mesuré. Voilà, bien sûr. On n'écrit pas les lois dans les cabinets des ministres avec les lobbies pour les faire signer à l'Assemblée par un groupe de godillots. Je suis étonnée qu'on me dise que les Français ne savent pas trop ce qui se passe à l'Assemblée, mais en revanche, ils savent ça. Alors expliquez. Juste après le départ de Nicolas Hulot, il y a une chute de popularité d'Emmanuel Macron. Et quand on interrogeait qualitativement les Français, c'était moins le départ de Nicolas Hulot, mais d'une part que le gouvernement reléguait la question environnementale au second plan et que c'est un gouvernement qui cédait au lobby. Et dans ce cadre-là, le glyphosate était très fortement cité. Bien sûr. Donc c'est pas passé à l'as. Et faire des coups d'éclat, oui, ça permet aussi de mettre des sujets parce que derrière, la majorité est obligée de s'expliquer. Que faites-vous finalement sur le handicap? L'argument de dire c'est juste rassembler aux ordres. Se rassembler aux ordres, je me permets de vous reprendre parce que... Qu'est-ce que vous en pensez sur Twitter? Vous réagissez, comme sur chacun des sujets.
traité aujourd'hui. Va-t-on vers un happening permanent? Vous nous répondez oui, quasiment aux 3/4. Quelques commentaires. Turing, qui nous dit c'est un opposant professionnel. Il parle évidemment de François Ruffin. Alors que Babineau revient sur le fond du sujet, c'est-à-dire celui des assistantes de vie scolaire, en disant ce qui est inquiétant, c'est le manque de contradiction flagrant au sein de La République En Marche, où effectivement ils sont assez silencieux, ce qui amplifie l'intervention de Ruffin. Frédéric Dabi, quand, à votre avis, les Français voient des députés qui ont des pancartes bon débarras pour saluer le départ d'Emmanuel Valls, les gens disent c'est de l'expression normale, ou ils trouvent que c'est un peu infantile ou manque de respect? Moi, vous n'avez pas testé ça, mais je pense que ça a été c'est relativement inconvenant et ça manque complètement d'élégance, même si c'est intéressant de voir, je parlais de la remontée de popularité très forte de Gérard Collomb après son départ. Dans le même temps, les Français ont, entre guillemets, sanctionné le départ de Manuel Valls pour la ville de Barcelone, puisqu'il a reculé de quasiment 7 ans. Donc ils n'en veulent pas à Hulot de partir comme un malpropre en annonçant son départ à France Inter. Ils n'en veulent pas à Collomb de partir sans se préoccuper de la succession. Alors, ce n'est pas... Après nous avoir chanté la République quand même. Ça, non, mais je suis d'accord. Et cela dit, sur les Insoumis, juste un mot, parce que ce qui est inquiétant, je trouve, et en fait c'est ça qui m'a gêné, j'ai pas répondu tout à l'heure, c'est que je pense que la haine des Insoumis pour Manuel Valls est quand même suspecte et qui surfe sur un certain nombre de passions tristes d'une partie de leur électorat. Et là, il y a une dérive, à mon avis, communautariste pour aller draguer chez des antisionistes, pour le dire poliment, qui me dérange beaucoup. Alors, ça, chers amis, c'est un sujet passionnant, mais c'est pas celui d'aujourd'hui. Savoir est-ce que la ligne laïque de Manuel Valls est trop forte ou pas? Alors, c'est le personnage de Guy. On fait du bien à pas mal de gens qui le pensaient. Très bien. Alors, bon, c'est comme ça, c'est parfait. Vous avez tous pu exprimer votre point de vue. Il nous reste quelques minutes pour parler de cette initiative d'Anne Hidalgo, maire de Paris, qui a annoncé qu'elle allait accueillir une 50aine d'SDF, de femmes, au sein des salons de l'Hôtel de Ville de Paris. Est-ce que c'est une bonne idée? On sait qu'il y a de très nombreux SDF dans Paris, on les estime entre 5 et 10 000. Écoutez un avis assez critique, mais c'est pour lancer le débat, c'est celui de Bernard Debré. Il est conseiller Les Républicains au Conseil de Paris et il était invité hier chez nos confrères de BFM TV. Alors on va en mettre aussi à Matignon, à l'Élysée, et pourquoi pas au ministère de l'Intérieur, il n'y a personne pour l'instant, on pourrait peut-être en mettre. Je trouve ça totalement démagogique et en plus le résultat d'une faillite. Alexis Poulain, c'est de la démagogie ou c'est une belle initiative? Non, c'est de la démagogie. Enfin, on voit bien que là, c'est vraiment un message de Compol, de communication politique, en disant pourquoi accueillir dans un espace qui n'est pas prévu pour ça, alors que la mairie de Paris a des espaces qui pourraient être davantage adaptés que de dire on va, sous les ordres de la République, mettre 50 femmes SDF. Le message, c'est dans des salons assez solennels avec des... Exactement. C'est à la fois insultant pour ces personnes-là qui méritent un accueil de qualité et aussi de dire mais pourquoi on en arrive là? Si vous voulez accueillir correctement des SDF, vous avez plusieurs moyens de le faire, avec des associations qui militent pour ça. Vous avez la Fondation Abbé Pierre, vous avez Jeudi Noir qui essaye de réquisitionner des locaux vides dans Paris, vous avez la mairie qui a des locaux. Vous pouvez aussi travailler avec les entreprises. Les entreprises ont des espaces vides et pourquoi pas, dans le cadre de la RSE, dire écoutez, si vous accueillez des SDF, c'est toujours ça de prix et vous aurez, je ne sais pas, quelle aide ou quel machin, mais on peut faire dans l'incitation. Ouais. Là, c'est vraiment pour la photo, c'est pour l'image. Je trouve que c'est dommageable. C'est bien aussi, ça permet de poser le problème au cœur de la table, mais ce n'est pas de l'action publique, c'est de la com publique. Et il va falloir rentrer maintenant dans l'action, parce que l'hiver arrive, et que chaque hiver, c'est la même chose. On aura des morts dans les rues de Paris, on n'aura jamais assez de places, de lits. Vous pouvez aller voir au SAMU social la galère que c'est pour faire les maraudes, pour trouver des places chaque soir. Moi, je l'ai fait. Voilà, donner des moyens au SAMU social. Arrêtez de faire de la com-pol sur un sujet grave comme celui-ci. Frédéric Dabi, pensez-vous que les Français seront aussi sévères qu'Alexis Poulain sur cette initiative? Les Parisiens le seront nettement moins que les Français, mais comme vous le disiez, ça a le mérite de parler d'un enjeu, d'une question qui n'est jamais pris en charge, enfin très peu pris en charge par les pouvoirs publics. Je me souviens d'un hiver très rigoureux il y a 2-3 ans, et il a fallu attendre une intervention de Sylvia Pinel le 31 décembre sur une radio pour que le gouvernement de l'époque parle de la question des SDF. Alors, bien sûr, Anne Hidalgo est de toute façon perdante, puisqu'on dira que 50, ça ne vaut rien, et qu'il y a une dimension de communication politique. Tout cela aussi
Qu'est-ce qui choque? C'est le fait qu'elle prenne en charge ce dossier, même si c'est vrai qu'elle parle à son électorat, ou la question du statut d'un hôtel de ville. Je connais un peu ce qui se passe dans des hôtels de ville comme à Vienne, Munich. Ce ne sont pas des forteresses. Tout l'été, à Vienne, l'hôtel de ville accueille des enfants en difficulté qui sont en fait gardés. Donc je trouve que, bien sûr, il y a une dimension de symbole politique, mais voilà, entre ne rien faire, ne rien dire et annoncer ça, peut-être que les Parisiens seront un petit peu moins sévères que vous. Ah bah ça dépend lesquels. Et vous, Alexandre Devecchio, vous êtes sévère ou pas? Moi, je pense qu'Anne Hidalgo a craqué, quoi. Elle nous en fait une chaque semaine. Un jour, c'est les passages piétons multicolores. L'autre, les uri-trottoirs. Donc, on voit une espèce de panique chez elle. Les uri-trottoirs, c'est une mère de droite du 9e arrondissement qui les a mis en place. Peut-être aussi, mais c'est pas une question politique, mais on est dans le délire, dans le délire bobo absolu. Et donc, on voit bien qu'elle a perdu la main, y compris, je crois, chez cet électorat bobo qui n'en peut plus parce que Paris est sale. Effectivement, il y a la question des SDF qui est une vraie question, et donc elle tente un coup de plus, mais voilà, ça fait penser à une fin de règne, quoi, qui est tragicomique. Mais après, la question des SDF est très importante, et c'est vrai que pour habiter Paris, je trouve ça insupportable. Et pour voyager un peu, je pense qu'il n'y a que dans notre pays qu'il y a autant de SDF comme ça dans les grandes villes. Donc l'État devrait faire... Aller à Berlin, non. Peut-être pas à Londres, à Berlin, mais en Europe du Sud, par exemple, paradoxalement, où il y a eu une crise plus forte que la nôtre. Il y a des solidarités aussi sans doute familiales. Il y a, je sais pas pourquoi, mais il y a beaucoup de grandes villes que j'ai pu faire où il n'y a pas cette situation. Et on a l'impression que c'est quand même en très très nette progression. Elisabeth Lévy. Je suis absolument scandalisée par ce cynisme compassionnel. Non mais Alexis l'a très bien dit. Elle nous dit qu'elle va devoir trouver 1500 places. Elle demande à l'État d'en trouver la moitié. Donc, elle va affecter quel fric pour rénover ces deux... Alors, un des salons était pour les expositions et l'autre pour les réceptions. C'est là qu'on a reçu la reine d'Angleterre. Le message, c'est quoi? C'est qu'il faut sacrifier, qu'on en est au point que la France, 5e puissance mondiale, doit choisir entre les arts et l'apparat, entre les arts, la diplomatie, l'apparat, et le social, c'est du foutage de gueule. C'est dégueulasse. La deuxième raison pour laquelle c'est dégueulasse, c'est que très bien, elle nous dit... Je suis d'accord, il doit y avoir un problème spécifique des femmes SDF, puisque même si elles ne sont que 12% du total, elles courent à l'évidence des risques différents et plus grands. Je veux dire, n'importe le bon sens permet de le comprendre, on n'a pas besoin de s'étendre. Donc, qu'il y ait un accueil spécifique, très bien. Mais que nous dit-elle en plus dans son fantasme d'un monde délivré du mal, si vous voulez, c'est que pour les mettre à l'aise, elles ne seront prises en charge elle dit il faut être délicat, faut les mettre à l'aise, et donc il n'y aura que des femmes. Et cette idée, si vous voulez, même si c'est pas du tout le cœur de leur truc, mais c'est inconscient, cette idée, si vous voulez, que les femmes ne sont en sécurité et à l'aise, moi c'est la non-mixité qui me met mal à l'aise, vous voyez, d'être avec que des femmes, ça me met très mal à l'aise. Je veux dire, donc, non mais là je blague, je peux comprendre, il y a des femmes effectivement qui ont eu des expériences terribles, oui, etc. Il y a des violences dans les centres d'hébergement. Absolument, mais ça n'est certainement pas. Donc que l'hébergement soit non-mixte, c'est pas du tout ce que je remets en cause, je dis simplement l'idée de les entourer d'un monde exclusivement féminin, si vous voulez, dans l'idée que c'est ça qui va leur redonner confiance en elle, je trouve, ça révèle un petit quelque chose de sa vision du monde. La rue, ça abîme énormément, et c'est vrai que d'avoir des femmes qui vont vous prendre en charge, mais aussi vous aider à vous remaquiller, à vous reprendre en charge, ça c'est extrêmement important dans la sortie de la rue. Donc c'est pas une mauvaise idée d'être entre femmes pour reprendre confiance en soi et repartir. Là-dessus, c'est pas une mauvaise idée. Peut-être. Je dois vous dire, je m'en fous, je dois me fier à votre connaissance du sujet qui est plus grande que la mienne. Bon. Mais Hidalgo, par contre... Après, que ce soit dans des salons de réception... Enfin, non, mais dans ces salons, c'est d'une démagogie honteuse. Je vous assure, je pense qu'il faudrait savoir l'argent de combien de places d'hébergement elle va dépenser pour mettre... Vous êtes déjà allé à l'hôtel de ville, c'est là où il y a les prix laïcité, il y a des trucs comme ça. C'est des trucs énormes, inchauffables, etc., où il va falloir mettre des sanitaires. Combien de fric elle va dépenser pour pouvoir emmener des caméras là,
si vous voulez, franchement, c'est du cynisme. On reviendra sur ce sujet de la grande pauvreté. Ce sera demain dans Les Décrypteurs, une autre émission de Figaro Live. On laisse le dernier mot aux internautes. D'abord, à l'un de ceux qui suivent l'émission, Babino, qui nous dit « C'est mieux que rien. On reproche souvent à la mairie de négliger les SDF au profit des migrants. » Point d'exclamation. Et puis, on vous a posé la question sur le Figaro.fr, c'était hier. Est-ce une bonne initiative d'ouvrir l'hôtel de ville de Paris aux sans-abri? Et vous étiez une majorité à nous répondre non sur, encore une fois, ce qui n'est pas un sondage, mais il y a quand même plus de 57 000 personnes qui ont répondu. Voilà, point de vue, c'est fini pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Merci à nos 4 invités. Et nous revenons demain à la même heure, au même endroit. Bonne soirée à tous.